Bonjour tout le monde. Je me présente. Bien évidemment, voilà, je suis Francis Desrochers. Je suis directeur au succès client chez B2B Quotes. Puis aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut savoir avant de commencer à magasiner un fournisseur numérique pour votre entreprise. Ce que je veux dire par fournisseur numérique, c'est une entreprise, un individu, quelqu'un tiers à votre entreprise que vous allez engager pour vous aider dans vos démarches marketing. On va mettre l'accent aujourd'hui sur le marketing numérique, mais ce serait applicable sur du marketing plus traditionnel. Ce que je veux dire par marketing numérique, c'est vraiment que ce soit de gérer vos campagnes sur Facebook, de vous mettre premier sur Google, de créer un site web, gérer des campagnes par courriel. Moi, en fait, ça fait 4 ans que je suis dans le numérique pour la PME au Québec. J'en ai acheté, j'en ai vendu, puis maintenant, chez B2B Quotes, je facilite les transactions numériques pour les PME. Pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'on fait chez B2B Quotes, c'est on est une plateforme qui met en relation des entrepreneurs d'ici avec des fournisseurs d'ici pour leurs projets spécifiques dans le marketing web. On couvre à peu près 25 services qui passent de la vidéo aux créations de sites web, au marketing de contenu. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé un algorithme qui nous permet de, en fonction de ce que vous recherchez précisément, donc les détails de votre projet, vos requis, votre budget, vos délais, on va vous matcher avec plusieurs entreprises qui correspondent à vos critères, puis qui, on le sait, selon notre base de données, ont des bons témoignages clients, de l'expérience dans votre industrie, etc. Je vais commencer en vous posant une petite question. Je ne sais pas exactement on est à quel stade de l'entreprise ici. Est-ce qu'il y en a certains qui travaillent actuellement avec un consultant, un pigiste, une agence pour leur marketing ou qui ont commencé des démarches dans ce sens-là? Personne? Pas maintenant, avant? OK. Sinon, il n'y a personne qui a déjà été dans ces processus-là dans le passé. Excellent. Parfait. Fait que dans ce cas-là, ce que ça va m'assurer, que quand vous allez commencer ces démarches-là, bien, hopefully, avec un peu de chance, vous allez pouvoir vous rappeler un peu ce que j'ai dit aujourd'hui. Moi, comme je vous dis, j'en ai déjà vendu pour des agences numériques, j'en ai déjà acheté pour mon entreprise. Puis il y a plusieurs faits notables qu'on a notés chez B2B Quotes, puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on a créé cette plateforme-là. En gros, le numérique au Québec, ça peut des fois ressembler un peu au Far West pour un entrepreneur ici. C'est-à-dire que c'est un marché qui a plus ou moins de barrières à l'entrée. On peut facilement s'autoproclamer comme un expert du marketing numérique, des sites web, etc. C'est difficile souvent pour l'entrepreneur de comparer d'une manière logique et sensée lequel est le plus pertinent pour ma business, pour mes objectifs, pour mon industrie, etc. Je donne un exemple. Vous voulez créer votre premier site web, vous allez probablement aller sur Google, vous allez taper « création de site web » plus votre ville, fait que mettons « création de site web Montréal ». Là, on va avoir un paquet d'annonces. Je vais aller sur quelques sites. Il y a des sites qui vont être super bien faits. Ils vont avoir des réalisations avec une couple de clients que je connais, que j'ai déjà vus. Ils font des sites. Je vais les appeler, je vais aller les voir, beau bureau, contrat, parfait, ça commence. Le problème là-dedans, c'est que c'est possiblement pas le meilleur fournisseur pour votre projet spécifique. C'est peut-être pas l'agence qui a le plus d'expérience dans votre industrie. C'est peut-être pas l'agence qui est la plus experte dans la création de sites web comme vous le voulez, vous. C'est peut-être pas l'agence qui comprend le mieux votre réalité, vos défis, votre contexte, vos objectifs d'affaires. Ça, c'est difficile à valider avant de commencer. Dans le cas justement d'un site web, c'est des investissements qui sont coûteux. Fait qu'on essaie de ne pas se tromper parce que autant en termes de temps, c'est du temps de développement, c'est du temps de vos équipes, c'est du temps par vous-même, mais autant en termes de budget aux fournisseurs, c'est quelque chose qui serait déplorable si on n'était pas tombé directement sur le bon fournisseur, puis s'il fallait recommencer le processus ou du moins pas 100% le terminer d'une bonne manière. C'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. Grosso modo, je vais essayer de vous donner des étapes claires, une genre de checklist à valider une fois qu'on commence les démarches avec un fournisseur web, numérique ou marketing en général. Je vais faire beaucoup d'exemples avec du marketing numérique parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde va faire ici, j'imagine, ou en tout cas, je vous le souhaite. Mais ça pourrait être appliqué dans un paquet de domaines quand on est en démarche avec un fournisseur externe. Fait que la première étape, ça serait vraiment définir l'objectif, fait que savoir où on veut s'en aller. Ensuite de ça, connaître, grosso modo, c'est quoi les stratégies qui s'offrent à moi, puis être capable de voir les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Ensuite, déterminer un budget réaliste, c'est super important.
Puis c'est souvent un exercice qui est un peu difficile à faire, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Par la suite, recherche initiale, ou du moins connaître, c'est qui le type de fournisseur qui s'offre à moi pour mon projet. Puis finalement, bien, les rencontres avec les fournisseurs, qu'est-ce qu'on devrait poser, qu'est-ce qu'on devrait valider comme question, puis c'est quoi les réponses qu'on veut aller chercher idéalement. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça fonctionne? Parfait. Étape 1. Définir des objectifs clairs. Ça a l'air super basique comme ça, mais ça va quand même être vraiment important qu'on se pense sur la question avant même de commencer des recherches, parce que ça va être que vous, c'est que l'entrepreneur, ou du moins les gens à l'intérieur de l'entreprise qui peuvent se dire exactement où est-ce qu'ils veulent aller. C'est vous qui avez la vision de où est-ce que vous voulez que votre entreprise soit dans 1 an, dans 2 ans ou même dans 6 mois. Puis ça va être important de vraiment jouer carte sur table puis de se dire c'est quoi mon objectif, puis c'est quoi mon objectif réaliste. C'est sûr que tout le monde ici veut conquérir le monde, ça je comprends ça. Mais à un certain point, il va vraiment falloir être capable de l'itérer dans le temps puis de voir c'est quoi les étapes pour se rendre là. C'est comme les objectifs à court, moyen et long terme. On va voir 2 objectifs grossiers en marketing pour à peu près n'importe quelle entreprise. Le premier, c'est vraiment un objectif de notoriété. Fait qu'à ce moment-là, souvent, on voit des stratégies en notoriété pour des plus grosses entreprises. Là, mettons, j'ai mis un exemple de Coke. Ça va vraiment être des objectifs où est-ce qu'on veut finalement que les gens y pensent à nous à un certain point dans leur processus. Que ce soit nos clients idéaux ou pas, que ce soit nos meilleurs prospects ou pas, on veut être dans la tête du monde, on veut faire parler de nous, en bien, en mal, idéalement en bien. Fait que ça va souvent être là qu'on va s'affilier avec des influenceurs, ça va être là qu'on va faire des événements quelconques. Ça va être idéal aussi pour pouvoir faire découvrir ma solution à des gens qui ne me connaissent pas. Fait que c'est tout ce qui est événementiel, trade show, conférences, un paquet de choses comme ça peut être pas mal plus pour de la notoriété. Versus le deuxième objectif, qui est vraiment plus un objectif d'acquisition. Fait qu'à ce moment-là, ce que je veux, c'est acquérir une nouvelle clientèle. Pour chaque dollar que j'investis, je veux voir un retour, je veux voir des retombées, puis je veux que ça soit court, moyen terme. On ne parle pas de juste être dans la tête du monde, on veut être dans la tête des bonnes personnes au bon moment. À ce moment-là, je vous dirais que 95% des PME au Québec visent des objectifs d'acquisition versus des objectifs de notoriété. Souvent, ça va dépendre du timing de la chose puis de votre solution. Mais grosso modo, ce qu'on veut, c'est que quand je fais une action marketing, mon téléphone se met à sonner puis ma boîte courriel commence à se remplir. À ce moment-là, bien, ça va être soit de garder contact avec mon audience ou bien d'être là au bon moment pour la convertir en client. Peu importe avec quel type d'objectif grossier est-ce qu'on veut aller, il va falloir qu'on soit capable de s'asseoir avec notre équipe, nos partenaires ou simplement avec vous-même, puis de vous dire qu'est-ce que je veux exactement à l'intérieur de ça. OK, je veux acquérir des clients, mais combien est-ce que c'est réaliste de dire que je vais en avoir? Dans quel espace-temps? Puis est-ce que c'est quelque chose qui va être mesurable ou est-ce que c'est quelque chose que je me dire je veux plus de clients? L'idéal, ce qu'on vous conseille, c'est toujours d'avoir un objectif SMART. Puis ça va être, mettons, d'avoir quelque chose qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Fait que des objectifs comme je veux générer 200 demandes d'informations depuis mon site web en l'espace de 6 mois. Là, à ce moment-là, je suis dans un objectif d'acquisition, mais c'est clair. Je sais où je m'en vais. La réponse à ça, est-ce que j'ai eu mon objectif ou pas, elle se répond par oui ou par non. Il n'y a pas d'autre réponse là-dedans. C'est vraiment ça qu'on veut avoir comme type d'objectif. Pas obligé d'aller si précis que ça, mais le mieux c'est. Le plus c'est précis, le mieux c'est. Je veux tripler le nombre de followers sur ma page Instagram en 6 mois. Encore là, c'est un objectif de notoriété, mais qui est un objectif SMART parce que j'ai tous les aspects du SMART. Une fois qu'on a défini notre objectif, qu'on sait où on veut s'en aller, déjà, ça va pouvoir vous épauler à dire qui est-ce qui serait possiblement le meilleur fit pour moi en tant que fournisseur pour mon entreprise. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment engager une discussion avec ces gens-là. Le marketing web, je l'ai dit plus tôt, c'est quelque chose qui est pas, que tout le monde vit, tout le monde va sur Facebook, sur Internet à un certain point de sa vie. Mais comment bien l'utiliser, comment certaines entreprises l'utilisent, c'est pas forcément connu de tous. Mon but, c'est pas de faire un crash course sur le marketing web vraiment technique. C'est en plus de vous donner les grandes bases, les inconvénients, les avantages de chaque stratégie qui pourraient vous être offertes ou qui seraient intéressantes de considérer au moins pour votre entreprise. All right.
Marketing de recherche, bien évidemment, au Québec, on parle principalement de Google. Ça aurait pu être Bing ou Yahoo, même à quelques endroits dans le monde. Mais précisément ici, on parle vraiment de Google. C'est de dire, je suis comptable à Montréal. Je veux que quand les gens tapent comptable Montréal, je sorte premier. Grosso modo, c'est vraiment ça. On a deux types de résultats dans les moteurs de recherche. On a les résultats du haut, qui vont toujours avoir un petit signe d'annonce juste à côté. À ce moment-là, c'est une plateforme qui s'appelle Google AdWords que Google offre aux annonceurs. Il dit, si tu me donnes de l'argent, ben moi, je vais te mettre au top des résultats de recherche. Tu n'as rien d'autre à faire, je m'en charge. De cette manière-là, ce qui est quand même intéressant, c'est que la manière qu'on va souvent payer, ça va être par clic, par visite. Fait qu'au moins, je m'assure d'avoir quelqu'un qui vient sur mon site en payant son 1, 2, 3 $ en fonction de quel mot est-ce que je peux cibler. Je peux décider à qui exactement est-ce que je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à du monde de Montréal, de Québec, de la rue René-Lévesque, qui sont en anglais, qui parlent français, etc. Fait que de cette manière-là, ça peut être super intéressant. Plus bas, j'ai les résultats organiques ou naturels qu'on appelle. Puis là, à ce moment-là, c'est là où Google dit « Hey, ton site, il a l'air de vraiment plaire aux gens qui vont sur ton site. » Fait que je veux dire, je vais te récompenser. Je ne vais pas te mettre en haut, parce que ça, c'est les annonces, mais je vais te mettre quand même dans la première page où je vais bien te positionner. Puis je ne te ferai pas payer pour chaque personne qui vient sur ton site. Fait que là, évidemment, le retour sur investissement est pas mal plus gros, puisque l'investissement est à peu près nul. En fait, il est nul à ce moment-là. Évidemment, gagner la confiance de Google puis se retrouver dans les résultats organiques et gratuits, c'est pas mal plus compliqué, pas mal plus long que de juste mettre sa carte de crédit sur un compte Google AdWords puis rapidement se positionner premier. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que sur Google, on peut aussi bien viser le court terme avec AdWords en mettant un budget précis pendant une certaine période de temps, mais aussi le long terme. Si on fait des efforts constants et qu'on finit par se positionner dans les résultats organiques. Évidemment, pour faire du marketing de recherche ou pour que ça soit intéressant pour votre entreprise, il faut que vous ayez une solution qui est recherchée. Si vous offrez quelque chose de complètement révolutionnaire sur votre marché, bien, il n'y a possiblement personne qui recherche pour cette solution-là parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont ce problème-là. À ce moment-là, le marketing de recherche, peut-être pas la meilleure place pour commencer. Si au contraire, votre solution est recherchée, parce que c'est des enjeux, c'est des questions que les gens se posent, à ce moment-là, ça peut être super intéressant de commencer par là. Marketing d'influenceurs. De plus en plus répandu. Je dirais que ça a vraiment commencé avec des entreprises qui étaient dans le produit ou dans la vente en ligne, mais qui se vendaient directement aux consommateurs. Le marketing d'influenceurs, c'est quand je vais demander à une personne qui a un bon following sur les réseaux sociaux de publier du contenu comme il ferait normalement, comme il ou elle ferait normalement, mais en lui demandant de rentrer mon article, ma solution, ma marque, bref, dans sa publication, d'une manière subtile ou pas. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous êtes capable de cibler des gens que vous connaissez, qui sont suivis par des gens qui, selon vous, pourraient être intéressés par vos services ou votre entreprise, bien, au lieu de, je reviens à Google, au lieu de payer pour des clics puis des visites, qu'on ne sait pas si effectivement la personne est intéressée, on sait qu'elle l'a recherché, mais on ne sait pas si c'est vraiment mon client idéal, bien, à ce moment-là, je m'assure de rapidement avoir une portée qui est gigantesque, qui est souvent pas mal moins cher que de payer singulièrement par clic, puis ça m'assure d'avoir un contenu qui est authentique puis qui est vrai, qui est sur les réseaux sociaux. Évidemment, je pense que ça ne s'applique pas forcément à tout le monde, mais c'est une manière rapide puis qui n'est pas très coûteuse, étant donné que souvent, vous allez échanger vos services ou vos produits en l'échange de cet affichage-là. Fait que ça peut être intéressant pour vous de le considérer. Moi, je pense que je le recommanderais à peu près toutes les entreprises pour au moins voir si ça peut être intéressant avec votre service. Ensuite, le marketing social, j'ai mis Facebook, j'aurais pu mettre LinkedIn ou même Instagram encore une fois. À ce moment-là, si je fais un parallèle avec les moteurs de recherche, bien, les moteurs de recherche peuvent cibler l'intention des gens, parce que je sais qu'est-ce qu'ils recherchent, je sais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser actuellement. Sur Facebook, je ne peux pas, mais je peux cibler l'intérêt des gens. Fait que si j'ai une solution qui n'est pas forcément connue, puis je veux que les gens apprennent à me connaître, bien, je peux peut-être décider de créer une audience de personnes qui ont tel champ d'intérêt, qui correspond à ma clientèle, puis leur envoyer une publicité par la suite. Je dirais que la publicité Facebook, c'est principalement pour tout type d'entreprise
et idéalement même pour les entreprises qui ont une nouvelle solution à offrir. C'est une belle plateforme également, en général, les réseaux sociaux, pour garder contact avec votre audience puis aller chercher un mix entre la notoriété et l'acquisition. En gros, ce que je veux dire par ces types de marketing-là, c'est que c'est important de les connaître, grosso modo, puis de voir un peu, selon vous, là, votre feeling, ce serait laquelle de ces 3 grandes sphères-là qui serait la plus intéressante pour moi pour débuter au moins? Où est-ce que je pense que je pourrais avoir un gros impact dès le départ? Quand on sait exactement ou à peu près quel type de marketing est-ce qu'on veut faire, pas besoin de connaître comment faire pour faire l'annonce puis le ciblage. On veut juste savoir, grosso modo, où est-ce que je pense que je suis le mieux placé pour parler avec mon audience. Par la suite, je peux me diriger vers des fournisseurs qui sont visiblement experts dans du marketing social. Une entreprise qui est super bonne sur LinkedIn est peut-être pas vraiment bonne en site web, même s'ils l'offrent dans leur site web pour leur service. Fait que ça va vraiment être important de voir qui est spécialiste dans quel domaine, mais pour ça, il faut savoir quel domaine est-ce qu'on veut aller. OK, étape 3. Le budget. C'est jamais le fun à faire parce qu'on peut toujours avoir l'impression qu'on veut être à la recherche du meilleur deal. Je donne un exemple. Nous, chez B2B Quotes, tous les projets qui sont intégrés sur la plateforme, on les appelle pour voir avec le client, est-ce que c'est qualifié comme projet? Est-ce que vous avez pensé à vos affaires? Est-ce que vous avez justement l'étape 1, l'étape 2 et maintenant l'étape 3 de déjà réfléchi? Quelqu'un qui, je donne un exemple, mettons, d'un site web. Quelqu'un nous arrive avec un site web, il veut un site de vente en ligne avec 5000 produits, 50 pages en 3 langues, puis mettons 2000 $, mais ce n'est pas réaliste d'aller chercher ça. Probablement que le site web qu'il veut faire n'est pas non plus réaliste comme projet. À la base, il n'y a peut-être pas besoin de ce site-là, mais le budget ne l'est pas du tout non plus. Je pense que je comprends justement que les gens veulent aller chercher le meilleur prix possible puis ne veulent pas non plus se compromettre sur un budget, peur de se faire avoir ou autre. Sauf que ce qui est important à comprendre, c'est que dans ce milieu-là, il y a des entreprises qui sont fournisseurs sur notre plateforme qui ne prennent pas des mandats en bas de 25 000, puis il y en a d'autres qui font des sites à partir de 500 $. Fait que je pense qu'on peut vraiment y trouver son compte, peu importe quel est votre budget. Il ne faut pas forcément y avoir honte ou quoi que ce soit, ou au contraire, pas vouloir le garder pour soi. Je pense que c'est important de se l'admettre. Mais à la base, comment est-ce qu'on fait pour déterminer son budget? C'est en se basant sur des données réelles. On veut essayer d'aller voir c'est quoi votre coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est le prix qu'on serait prêt aujourd'hui ou dans le passé à payer pour acquérir un client. Fait que pour savoir c'est quoi le prix qu'on serait prêt à payer, il faut savoir combien ça nous ramène un client. À la base, comment on fait pour déterminer ça? On va se baser sur la durée de vie, le lifetime value de votre client. Fait que, au total, votre client, dans sa vie chez vous, comme consommateur, combien il va dépenser, puis combien il va donc vous amener en revenu. Je donne un exemple. Un dentiste va charger, mettons, 300 $ par année en moyenne à chacun de ses patients. En moyenne, ses patients vont rester 4 ans. Puis en moyenne, ses patients vont lui référer 0,5 patients par patient. Fait que mettons que ce dentiste-là se dit que c'est, mettons, 1200 $ de revenus capturés pour ce patient-là, plus un nouveau client qui est potentiellement un autre 1200. En tout cas, fait que disons que, mettons, la valeur pour ce dentiste-là, c'est 1500 $ par nouveau patient. Une fois que je sais qu'un nouveau client m'apporte X, c'est plus facile après ça de dire combien est-ce que je suis prêt à payer pour aller en acquérir un nouveau. C'est là qu'on commence à vraiment avoir des données qui sont réelles et qui sont basées sur des historiques. Pensez aux autres actions marketing que vous avez faites, que ce soit du marketing plus traditionnel, comme de l'annonçage dans des journaux, mettre des publicités, même que ce soit sur un autobus ou de faire un événement. Bien, votre coût d'acquisition a déjà été calculé à l'intérieur de ça également. C'est super important de le connaître pour pouvoir délimiter son budget. Au niveau du budget média, je fais un parallèle avec Google tantôt. Je disais que souvent, ils vont vous charger par clic, par exemple. Fait qu'à ce moment-là, ils vont vous payer en échange de quelque chose qui est quantifiable. Je donne un exemple. J'ai une entreprise au haut qui est, mettons, qui vend des accessoires à téléphone. Non, mettons un comptable, qui a une valeur d'un client à 800 $. Donc, quand il va chercher un client, en moyenne, il fait 800 $. Ça, c'est sa business, c'est son modèle d'affaires, il le sait.
Il y a un coût par clic pour se placer sur un mot-clé intéressant, comme mettons comptable Montréal, à 2 $ du clic. Il décide de mettre 500 $ pour tester ou du moins pour voir. Grosso modo, ce que ça va lui donner 250 visites. Fait que 500 en 2. Sur ces visiteurs-là, on fait une moyenne générale dans l'industrie du service. Si vous êtes capable de convertir les visiteurs de votre site à 3 % en demande d'information ou en appel, ça voudrait dire que sur les 250 personnes qui viendraient sur son site, il y en aurait 7,5 qui le contacteraient, que ce soit en mettant un formulaire sur le site ou que ce soit en l'appelant directement. Ça, c'est des statistiques générales. Ensuite de ça, sur 7 ou 8 clients, combien est-ce qu'il va être capable de sortir comme 7 ou 8 appels, combien est-ce qu'il va être capable de sortir comme client? Si il est capable d'en sortir 2, c'est bon. Puis dans ce cas-ci, il fera un profit. Si d'un autre côté, j'avais un coût par clic à 7 $, je serais juste capable d'amener 71 personnes sur mon site, puis je ne ferais même pas une vente. Fait que si j'ai un coût par clic qui est plus haut, ça veut probablement dire que ma valeur par client est plus haute aussi. Je donne un exemple, dans l'industrie de la toiture ou même des technologies, souvent les coûts vont être pas mal plus élevés pour se positionner, mais c'est parce que la valeur que vous faites avec un client est plus grande aussi. C'est tout proportionnel. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est trouver le bon budget, parce que si j'en mets pas assez, je n'aurai pas du tout de résultat. Puis à ce moment-là, je vais invalider une tactique qui aurait pu être super intéressante pour mon entreprise. Quelques outils pour calculer le marché web. À la fin de la présentation, on va vous laisser une checklist. Là. Il va y avoir la liste de tout ce qui serait à utiliser. Ce sont des outils gratuits pour vous permettre de voir il y a combien de personnes qui recherchent tel mot-clé, ils sont où, ils parlent quelle langue, ça coûterait combien se positionner là, combien de personnes sur Facebook qui ont tel type d'intérêt, c'est quoi vos données de vente à l'intérieur de l'entreprise, etc. Toutes des choses qui peuvent vous aider à vous faire une tête de votre marché web. C'est toutes des choses qui peuvent être très intéressantes à faire avant de vous mettre à la recherche d'un fournisseur. OK. Là, je sais c'est quoi mes objectifs. J'ai une idée des stratégies, à quoi ça peut ressembler sur le web. J'ai une idée de mon budget. Maintenant, j'aimerais savoir à qui, ou du moins à quel type de fournisseur est-ce que je devrais m'adresser pour engager une discussion et qu'ils puissent me présenter un peu leur solution. On va regarder les 3 grandes catégories de fournisseurs qu'on a. Le premier, mais on a le pigiste, freelancer, travailleur autonome. Ça va souvent être une armée d'une personne qui va s'occuper d'un paquet de choses. Il peut avoir un emploi temps plein, puis il fait ça sur le côté. Ça peut être quelqu'un qui a travaillé dans le numérique pendant un certain temps, puis qui fait simplement ça de son compte à partir de chez lui, etc. Gros avantage, le prix. Ça va être quelqu'un qui, évidemment, n'a pas beaucoup de coûts et une petite structure, donc ça va être intéressant à ce niveau-là. De l'autre côté, très difficile à comparer un pigiste à l'autre, puisque souvent, ils n'ont pas énormément de réalisation de clients existants, puis on ne sait pas vraiment si c'est le bon fit pour nous. Je dirais que chez B2B Quotes, on a quand même pas mal de clients qui sont en démarrage d'entreprise, qui veulent quand même commencer avec un pigiste, justement pour les raisons de budget. Mais je pense que c'est aussi à cause qu'ils ne savent pas exactement où ils veulent s'enligner. Puis ça vient un peu à mes points que j'ai énumérés plus haut. Deuxième type de fournisseur, l'agence spécialisée. Fait que ça va être une agence qui va être soit spécialisée dans une stratégie qu'on a vue plus tôt, fait que mettons quelqu'un qui fait que du marketing d'influenceurs, ou ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans une industrie en général, quelqu'un qui fait tout ce qui touche au tourisme. Ça, je vous dirais que pour les PME, c'est comme la plupart des PME, une fois qu'ils savent où ils vont aller, vont finir par aller dans une agence spécialisée. Évidemment, le prix est un petit peu plus élevé, mais on s'assure du moins d'avoir quelqu'un de spécialiste. Ça peut être très dangereux, par contre, si vous prenez quelqu'un qui est spécialiste, mais pas forcément dans votre domaine. Puis évidemment, quelqu'un qui est assez spécialisé, par exemple, en conception de site web, ne va peut-être pas être la meilleure personne pour vous recommander quelle publicité faire sur Facebook, mettons. Fait qu'on peut être limité à un certain point, mais c'est un bon départ. Par la suite, l'agence multidisciplinaire, là, on parle de gros joueurs, que ce soit Sidley, Cossette ou autre, mais leur gros avantage, ça va être le fait qu'ils peuvent vous amener partout, ils peuvent travailler avec vous, de la distribution de vos produits jusqu'à la vente complète, jusqu'à l'analyse de vos données. C'est vraiment le fun, mais peu de PME qui utilisent ça, justement à cause que le prix est assourdissant. Petit comparatif, le pigiste gagne clairement au niveau du prix. Fait qu'il serait à recommander à ce niveau-là. D'un autre côté,
ce qu'on observe beaucoup chez B2B Quote, c'est que les entreprises qui sont quand même assez structurées dans leur marketing et qui savent où aller vont toujours se fier principalement aux agences spécialisées, quitte à travailler avec plusieurs d'entre elles en même temps. Fait que, par exemple, un qui va faire que je ne sais pas, ma publicité sur Google, lui va m'aider dans mon site web, lui va pouvoir m'aider avec mon design, mon logo, etc. Je pense que l'agence multidisciplinaire, effectivement, elle gagne toutes les catégories, sauf que le prix reste la catégorie la plus primordiale, ou presque, en tout cas pour une entreprise, donc elle va perdre à ce niveau-là. OK, une fois que j'ai choisi quel type de fournisseur est-ce que je voulais discuter, je vais commencer à passer des coups de fil. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un premier appel avec chacun d'eux. Ils vont m'expliquer un peu le contexte de leur boîte. Ils vont me poser beaucoup de questions. Ils vont me demander c'est quoi mon modèle d'affaires, est-ce que j'ai un budget. Tu sais, tous les points qu'on a vus dans le passé, ils vont me poser ces questions-là. Ils sont habitués de faire ça. Ils vont faire ça au téléphone, premièrement. Puis là, par la suite, il va y avoir une rencontre. Moi, ce que je veux faire, c'est principalement parler des questions ou des points que vous avez à valider avec eux. C'est correct de leur donner l'information qu'ils vous demandent. C'est de l'information qui est tout à fait justifiable. Mais de votre côté aussi, pour bien savoir à qui vous avez affaire, c'est important de faire vos recherches. Réputation de l'entreprise, c'est le plus facile. Vous pouvez le faire de votre téléphone. Vous pouvez aller voir les commentaires qu'ils ont sur leur page Google. Vous pouvez aller voir les commentaires qu'ils ont sur les pages Facebook. Il y a des groupes d'entrepreneurs à Montréal et ici au Québec, que ce soit dans la tête des entrepreneurs ou autre. Bref, il y en a plusieurs. Vous pouvez poser une question là. Autres sont les chances que quelqu'un a travaillé avec cette personne-là. Le monde est plus petit qu'on pense souvent, fait que ça vaut la peine de demander. Par la suite, étude de cas, référence client, toujours en demander. Juste en demander, vous allez voir la réaction de votre interlocuteur. Vous allez pouvoir savoir s'il y a quelque chose qui cloche ou pas, s'il est surpris, si ça ne lui intéresse pas, ou si au contraire, il est super willing de vous donner des références. Ça en dit déjà pas mal. Ça va aussi vous donner une idée avec quel type de clients ils sont habitués de faire des coups de circuit. C'est qui les clients qui ont eu beaucoup de succès avec ce fournisseur-là? Est-ce que c'est un client qui me ressemble ou est-ce que c'est un client qui est complètement différent de moi? Idéalement, évidemment, je veux aller vers des agences qui ont eu des coups de circuit avec des boîtes qui sont similaires à moi. De dire que telle agence a travaillé avec mon compétiteur, donc je n'irai pas avec eux, je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose qui est une bonne chose. Je pense qu'au contraire, ils ont prouvé du succès dans une industrie, puis ça vaut la peine de réessayer avec eux. Puis c'est un milieu qui est quand même bien intègre. Fait qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à partager des secrets d'information ou autre. Je pense que le risque est trop petit pour ne pas aller de l'avant avec une entreprise qui a eu du succès là-dedans. Gestion de compte. Souvent, vous n'allez pas parler avec la personne qui va s'occuper de vous une fois que vous allez être client de ce fournisseur-là. C'est quand même quelque chose à valider. Quand vous êtes en discussion avec eux, vous voulez rencontrer un gestionnaire de compte, ou du moins la personne qui va être en charge de votre mandat, avec qui, finalement, vous allez passer 90 % du temps dans cette agence-là. À ce moment-là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est un travail d'équipe ou c'est un clé en main? Est-ce que vous attendez à ce que je fasse un paquet d'affaires puis qu'on s'écrive tout le temps des courriels, ou est-ce que tu veux qu'on se parle une fois par mois puis c'est pour m'envoyer un dashboard automatisé? Souvent, quand vous allez comparer des soumissions financières, il va y avoir des grosses différences de prix. En gros, c'est que toutes ces différences-là vont être expliquées assez facilement, souvent dans le processus de gestion de compte. Si une entreprise a tout d'automatisé, fait juste vous envoyer des rapports et faire des stratégies qui sont déjà comme pré-mâchées, bien évidemment, ses coûts vont peut-être être plus petits qu'une entreprise qui va venir vous voir, qui va venir passer du temps, ou est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui va passer un nombre d'heures chez vous? Est-ce qu'il va vous charger à l'heure quand il fait du temps supplémentaire, etc.? C'est toutes des choses à valider. Finalement, les mesures de succès, sur quoi est-ce qu'ils se basent pour dire qu'ils ont eu du succès ou pas avec votre campagne? Est-ce qu'ils disent, ouais, c'est bon, on a plein de monde qui ont vu ta pub, ou est-ce qu'ils vont dire, ben, tu as fait tel retour sur investissement, tu as fait X nombre de ventes pour tel dollar dépensé? Vous allez déjà pouvoir voir un peu comment est-ce qu'ils caractérisent le succès chez eux. Puis ça varie vraiment d'un fournisseur à l'autre. Est-ce qu'il vous envoie un dashboard ou est-ce qu'il vous donne accès à vos campagnes ou est-ce qu'il vous cache vos campagnes mais il vous envoie le dashboard? C'est important quand même de voir un peu le niveau de transparence de votre fournisseur parce qu'à ce moment-là, les résultats, ils vont venir de là. Surtout, comparer. Même si tout s'est bien passé, ça vaut la peine de comparer. Vous allez comprendre que c'est le même processus de toute façon pour à peu près tous ces joueurs-là.
Chez B2B Quotes, nous, ce qu'on fait, c'est, comme je vous dis, on écoute votre projet, on prend exactement tous les requis, autant techniques, votre contexte d'entreprise, vos objectifs d'affaires, etc. Tous les points qu'on a couverts, on le fait avec vous. Une fois qu'on a ça, que c'est bien qualifié, que tout le monde est sérieux, puis qu'on sait où est-ce qu'on veut s'en aller, on vous réfère entre 3 et 4 entreprises. Fait que pas juste une. On ne prend pas pour acquis qu'on va avoir le perfect match dès le départ. On vous en réfère entre 3 et 4 qui correspondent à vos critères, à vos objectifs, etc. Par la suite, c'est eux qui vous contactent. Ils font le processus avec vous. Puis après ça, c'est vous qui allez décider lequel est le plus pertinent pour vous. C'est une plateforme en plus qui a pas de... Vous n'avez pas d'engagement à aller de l'avant avec un fournisseur, puis c'est gratuit pour déposer un projet. Fait que je vous dirais que la plupart des entreprises qu'on aide, c'est vraiment apprécié dans le sens qu'on les aide, premièrement, à réfléchir sur leur projet. Deuxièmement, on les aide à rencontrer des fournisseurs qui sont d'abord intéressés par eux. Puis évidemment, mais c'est une plateforme qui est sans frais. Le revenu que B2B Quotes fait, c'est avec les fournisseurs qui sont intéressés à vous rencontrer. Ceux-là vont nous donner un montant unique pour vous rencontrer, en fait. Fait que moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de comparer. Si vous voulez, ça me fera plaisir après ça de soit prendre une liste ou après ça de jaser avec vous pour pouvoir vous envoyer la checklist, parce que je n'ai pas vraiment de moyen de vous l'envoyer. Mais voilà, si ça vous intéresse, on peut tout vous envoyer ça. Puis comme je vous dis, si vous avez des questions ou si vous avez un projet qui est là pour tout de suite, allez sur notre site web, vous pouvez déposer un projet, on va vous appeler. Puis entre-temps, si vous voulez, également, on a fait une petite page sur notre site, c'est b2bquotes.com/EE-Québec. /FR/EE Québec. Merci Mathieu. En tout cas, bref, si ça vous intéresse, voilà. Merci beaucoup pour votre temps, puis bon restant de conférence.